Manger gras rend-il gras? Doit-on faire la chasse au cholestérol? Extrait de la webconférence organisée par le fonds Solid Grounds, structure scientifique d'intérêt général, et par Planet Score, l'étiquette indépendante qu'il détient, une conférence pour déminer un grand nombre d'idées reçues sur l'alimentation et la santé. Donc, je vais essayer de démembrer ce dogme qu'on nous a appris en médecine, euh, qui perdure, c'est que la graisse alimentaire nous rend gras. Alors, je suis cardiologue, je travaille à l'hôpital Henri Mondor. Alors, pourquoi je me suis intéressé à la nutrition? Alors, tout d'abord, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Vous verrez tranquillement ces phrases un peu philosophiques sur les conflits d'intérêts qui minent notre profession, malheureusement. Alors, c'est un parcours personnel qui débute en 86. Et en fait, en médecine, on a quelques heures de nutrition très rudimentaires. Et globalement, jusqu'il y a une quinzaine d'années, mes conseils nutritionnels en tant que cardiologue, pratiquant également aux soins intensifs, donc à mes patients qui venaient de faire un infarctus du myocarde, c'était d'éviter le gras, le fromage, les graisses saturées et bien sûr le beurre qui doit être remplacé par la margarine, pas plus de 2 œufs par semaine. C'était les recommandations de la Société française de cardiologie, ou alors jeter absolument les jaunes d'œufs à la poubelle. Et puis, il y a cette notion qu'on a en médecine, c'est que uniquement les médicaments peuvent soigner. Il n'y a que les médicaments qui peuvent guérir. Et ça aboutit effectivement à des ordonnances extensives. Alors, il y a une année qui a permis une certaine émancipation cérébrale, c'est mon année aux États-Unis, entre parenthèses. Alors, il y a eu quelques lectures qui m'ont fait entreprendre un virage cognitif et dont je vous invite à lire au moins les titres et les résumés et qui permettent d'avoir un autre regard sur la profession médicale que néanmoins j'adore. Je suis passionné par mon métier et toujours impressionné par les progrès. Alors, quelques vignettes cliniques sur lesquelles on pourra revenir. Je prenais en charge un restaurateur en Haute-Savoie qui vient me voir parce qu'il a fait de la fibrillation auriculaire mal tolérée, c'est-à-dire que ses oreillettes se sont mises à fibriller. Alors, ce n'est pas du tout le ventricule, c'est les oreillettes, et donc ça peut entraîner notamment des AVC lorsque c'est associé à des facteurs de risque. Et ce jeune restaurateur, évidemment, il se retrouve avec beaucoup de médicaments. Et en l'examinant, je m'aperçois qu'il pèse 117 kilos pour 1,90 m. Il a un bilan lipidique un peu perturbé, surtout des triglycérides élevés, une glycémie qui s'élève dangereusement, une hyperuricémie. Et il présente déjà des troubles digestifs et une toux qui sont les symptômes d'une mauvaise tolérance des médicaments. Un examen qui permet de mettre en évidence une fraction d'éjection normale, mais donc une force de contraction du cœur qui est correcte, mais une oreillette gauche qui s'est déjà dilatée à son jeune âge. Une autre vignette, un jeune patient de 45 ans qui est admis par le SAMU, qui m'est amené par le SAMU à 1 h du matin pour de l'eau dans les poumons, au décours d'un dîner familial tardif livré par une plateforme. Il a déjà en surpoids, il est conducteur de bus, il a déjà développé une hypertension artérielle et malheureusement son cœur est déjà fatigué quand je le prends en charge. Il est gros et il est faible, son cœur. Et le diabète est dépisté, les coronaires sont normales. Voilà, c'est des vignettes cliniques qui vous illustrent un peu le quotidien des cardiologues. Un autre homme de 45 ans qui est pris en charge pour un arrêt cardiaque qui révèle un infarctus du myocarde. Il est devenu obèse au niveau de l'abdomen, très important à examiner les patients. Son hémoglobine glyquée de 10%, il a un diabète franc, le foie est gras
il a développé une hypertension artérielle, il sort de l'hôpital avec 7 médicaments. Et la liste est infinie, avec des patients de plus en plus jeunes. Et vous devinez, on l'a déjà dit, le coût de santé explose, près de 5 milliards de dollars par an aux États-Unis. Chez nous, c'est 325 milliards, mais on a une population qui est 6 fois plus faible. Mais aux États-Unis, ils sont beaucoup moins efficients, ils dépensent beaucoup, mais ils ont des résultats un peu catastrophiques. Mais néanmoins, même chez nous, on dépense de plus en plus. Vous voyez, en 2001, 148 milliards, 2024, 325, 12% du PIB. L'espérance de vie a bien augmenté, mais elle plafonne de façon inquiétante. Et puis, tout coûte cher. La prise en charge des apnées du sommeil, de la chirurgie bariatrique, de la fibrillation atriale, qui est largement euh, en lien avec le surpoids, l'obésité abdominale notamment. Et alors, c'est très curieux de voir ce genre d'analyse économique, mais le coût des médicaments est finalement utilisé comme un bénéfice pour le PIB. Et vous voyez que les 2 médicaments de Novo Nordisk et Lilly, Mounjaro et Wegovy aux États-Unis, vont participer à une augmentation de 1% du PIB. Le foie est de plus en plus gras dans la population mondiale, c'est estimé à un quart. Et magie de la recherche, parce que la recherche ne s'arrête jamais, et heureusement, mais on a toujours un médicament pour régler un problème, peut-être qui pourrait être résolu d'une autre façon. Et donc, un nouveau médicament est en cours d'approbation pour réduire l'accumulation des graisses dans le foie. Et vous voyez que le marché est immense, un quart de la population mondiale. Aux États-Unis, c'est près de 3 quarts qui sont en surpoids ou obèses. On l'a déjà dit, le diabète explose un peu partout. Et ma vision antérieure académique, hein, c'était une calorie rentre, une calorie doit sortir. C'est la graisse qui vous rend gras. Vous n'avez qu'à manger moins et faire plus de sport. Et si vous êtes obèse, c'est parce que vous êtes paresseux et vous êtes gourmand. Et c'est votre faute. Et on va voir que c'est beaucoup plus complexe. Alors, ce qu'on oublie souvent dans les désordres, les conséquences de notre malnutrition, c'est l'étape bucco-dentaire de la population que j'examine chaque jour. Alors, ce qui est important, c'est pas le poids en soi, c'est là où se trouve la graisse. Et finalement, ce qui est la graisse qui est dangereuse, c'est pas la graisse qu'on voit, la graisse sous la peau, hein, c'est la graisse qui se loge dans les viscères, la graisse dite ectopique, viscérale, qui va se loger dans le foie, dans le pancréas, autour du cœur, dans les pipelons. C'est la graisse qui va produire de l'inflammation de bas grade et de l'insulino-résistance dont on a déjà parlé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan nutritionnel depuis les années 60? Eh bien, c'est cette Hans Selkis qui a gagné la bataille face à l'anglais, dont je me souviens plus le nom d'ailleurs, Judkins, qui lui défendait l'hypothèse du sucre, mais avec moins d'arguments épidémiologiques. Ceci dit, l'étude des 7 pays, si on rentre dans les détails, d'Anselkis, qui a été menée chez à peu près 11 000 patients avec des enquêtes nutritionnelles biaisées, finalement, a conclu qu'il fallait éviter les acides gras, notamment saturés, et donc que c'était une corrélation très biaisée qui allait dicter toute la nutrition dans le domaine cardiovasculaire. Il y a eu également les études de Framingham, une petite ville à côté de Boston, dans lesquelles les habitants ne déménageaient pas beaucoup, et donc il était facile de les étudier. Néanmoins, ce n'était que 5000 patients, et ça a été le dogme du LDL cholestérol, avec une corrélation avec la maladie coronaire. Plus il augmente, plus la maladie coronaire est prévalente. Et le HDL, plus il diminue, plus le risque de maladie coronaire augmente. Et donc le HDL serait protecteur. Néanmoins, il faut temporiser, relativiser ces messages.
Alors, qu'est-ce que ça a donné sur le plan nutritionnel? Eh bien, les graisses saturées en proportion ont diminué dans notre alimentation et énormément aux États-Unis, avec le développement d'une alimentation low fat et parfois approuvée par la Société américaine de cardiologie, qui finalement finissait par approuver des produits toxiques ultra transformés. Et on verra pourquoi, et on l'a déjà beaucoup vu ce soir. Et malheureusement, les études épidémiologiques récentes n'ont pas encore provoqué de changement de paradigme à la faculté de médecine. Et notamment l'étude Pure, qui a été citée juste avant, montre clairement, menée par l'université de Hamilton au Canada, par Youssouf, euh, que ce n'est pas les graisses qui sont reliées à la mortalité totale ni à la mortalité cardiovasculaire, mais c'est la proportion alimentaire venant des hydrates de carbone, venant des glucides et donc du sucre, et non pas des graisses. Encore des méta-analyses qui montrent que ce n'est pas les acides gras saturés qui sont associés à la mortalité totale, la mortalité coronaire, cardiovasculaire, aux AVC, au diabète de type 2. Il n'y a aucune preuve scientifique qui a permis de conforter l'étude biaisée des 7 pays d'Anselkis. Et malheureusement, on, on fait toujours propager ces mythes nutritionnels. Alors, si on rentre dans les détails du cholestérol et des acides gras, c'est une régulation en fait qui est très complexe et qui permet de comprendre pourquoi elle n'a que peu de rapport avec l'alimentation en gras et en cholestérol. En fait, le foie fabrique de novo, il y a une synthèse endogène de cholestérol qui va être libéré dans la circulation sous forme de VLDL, de, de qui vont ensuite être euh, désenrichis en triglycérides pour donner des LDL. Il y a des lipoprotéines petit a, des apolipoprotéines A. Bref, c'est très complexe, mais ça permet de comprendre que ce n'est pas le cholestérol que vous ingérez qui va être dosé dans votre sang. Donc, il n'y a pas de relation entre ce cholestérol alimentaire et le cholestérol de votre analyse sanguine, et encore moins avec le cholestérol contenu dans les plaques d'athérosclérose. Les relations sont beaucoup plus complexes. Et pareil avec les acides gras saturés ou insaturés. Alors, il y a le cas particulier des maladies génétiques, hein, des hypercholestérolémies familiales, bien sûr, qui sont à prendre en charge activement, de façon pharmacologique, hein, notamment, avec des formes homozygotes heureusement rares, hein, entre 1 sur 500 000 à 1 million d'habitants dans le monde. Mais voyez que ça a du bon de se mélanger, hein, qu'il faut qu'il y ait des migrations, puisque chez les Afrikaners en Afrique du Sud, hein, les Blancs d'Afrique du Sud, avec l'apartheid, hein, qui se sont très peu mélangés, eh bien, il y en a 1 sur 30 000. Et lorsqu'on examine les formes hétérozygotes, hein, avec des LDL néanmoins moins élevés, mais au-dessus de 2 grammes environ, chez les Afrikaners, c'est 1 sur 80. Alors, bien sûr, ces hypercholestérolémies, surtout homozygotes, hein, avec des accidents cardiovasculaires très précoces, sont à prendre en charge de façon très active. Alors, si on examine un peu les médicaments dont on a disposition. Ceux qui sont les plus connus, ce sont les statines. Vous avez aussi peut-être vu des ordonnances d'ézetimibe qui agissent à différents mécanismes, sur différents mécanismes de production du cholestérol par le foie. Et maintenant, il a été développé des immunothérapies, hein, avec des anticorps monoclonaux anti-PCSK9, hein, qui agissent sur la régulation des récepteurs au LDL cholestérol. Vous avez aussi maintenant des anti-PCSK9 oraux qui sont en train d'être testés et même des ARN interférents. Donc ces médicaments sont bien sûr indispensables et parfois vitaux dans certaines hypercholestérolémies d'origine génétique, mais on va voir que chez le tout venant, l'effet est en fait modeste.
Et voyez ce patient que je reçois aux soins intensifs, hein, qui est pour un quatrième infarctus. Grâce à ces médicaments, il avait un LDL cholestérol à 0,09, mais ça ne l'a pas empêché de faire une quatrième récidive d'infarctus du myocarde, ce qui signifie que le cholestérol n'est pas tout. Mais néanmoins, on voit encore des citations, notamment de ce professeur de cardiologie qui a été président de la Société européenne de cardiologie, qui proclamait qu'après les antibiotiques, les statines avaient contribué le plus à prolonger l'espérance de vie. C'est un peu exagéré. Donc, si on fait une méta-analyse de toutes ces études sur les médicaments hypolipémiants, en gros, on dit aux patients, vous réduisez votre risque cardiovasculaire de 20% à chaque réduction du LDL cholestérol de 0,4 g par litre dans votre sang. En fait, si on s'intéresse à l'analyse individuelle, si on essaie de se projeter dans la peau du patient et de voir que signifie ce moins 20%, et si on refait une méta-analyse d'une autre façon, sur plus de 60 études avec plus de 300 000 patients, euh, qui a été publié avec des collègues, hein, on s'aperçoit que le nombre de patients à traiter pour décaler les événements, hein, il faut toujours penser qu'en tant que docteur, on n'évite pas les événements, souvent on les décale, hein, et notamment, c'est comme ça, on n'évite pas la mort. Mais le nombre de patients à traiter chaque année pour décaler les événements, qui sont l'AVC, l'infarctus, la mortalité cardiovasculaire, et vous voyez que c'est plusieurs centaines de patients, jusqu'à 1000 patients à traiter pour décaler l'événement au-delà de l'année. Donc, il y a un effet statistique certain, mathématique, mais au plan individuel, parfois c'est décevant. Et si on reprend l'étude de Youssouf, hein, sur les infarctus du myocarde dans le monde, qui a évalué plusieurs facteurs de risque d'infarctus de myocarde, on retrouve les classiques comme le diabète, le tabac, l'hypertension. Si on s'intéresse au cholestérol, dans cette grande étude cas témoin, on voit que la différence est faible entre les cas d'infarctus, 1,97 g par litre chez les cas versus 1,93 chez les témoins. Et en termes de LDL, vous voyez, 1,25 versus 1,16 g par litre. Donc, ce sont en moyenne des petites différences. Et donc, est-ce que le LDL cholestérol, c'est toujours le bad guy? Là, il y a une étude qui a été publiée en 2023 dans l'European Heart Journal qui montre en fait, comme beaucoup de paramètres en médecine, pour le LDL en tout cas, il y a une courbe en U, hein. Avoir un cholestérol, LDL cholestérol trop bas, c'est associé à une mortalité plus élevée. Et bien sûr, quand il s'élève un peu trop, ça s'élève, la mortalité s'élève. Par contre, ce qui est intéressant de voir au centre, c'est que lorsque les triglycérides augmentent dans le sang, la mortalité totale augmente. Et bien sûr, les autres types de mortalité, parce qu'on peut mourir de cancer, ou d'origine cardiovasculaire. Vous avez aussi des courbes qui ne sont pas uniformes et qui sont souvent en U, notamment pour le LDL cholestérol. Alors le HDL, on nous a souvent dit, on nous a bassiné à la faculté de médecine que c'était le good guy, hein, c'est le HDL protecteur. Eh bien, pareil, il y a eu des grandes études parce que l'HDL protecteur, vous vous souvenez, il était réalisé et démontré sur une petite étude de Framingham de d'environ 2000 patients, alors que là, ce sont des grandes cohortes, hein, canadiennes, états-uniennes, de plusieurs centaines de milliers de patients, et on s'aperçoit encore qu'il y a une courbe. C'est jamais bon que ce soit pas assez, c'est jamais bon que ce soit trop. Alors, il y a une autre façon d'analyser les essais thérapeutiques
avec les médicaments qui font baisser le cholestérol, et donc les statines, les étimibes et les autres molécules, c'est d'estimer le gain de vie qu'on fait gagner aux patients. Et donc en comparant les groupes euh, sans traitement et avec traitement. Et donc vous faites les aires entre les lignes de survie ou de vie. Et où c'est une équipe danoise qui a publié ces papiers et qui a montré que sur l'ensemble des études publiées avec les données disponibles, vous voyez qu'en prévention primaire, on décalait les décès de 10 jours après environ 3 à 5 ans de traitement et 17 jours en prévention secondaire. Et si on parle en termes d'événements, de mortalité cardiovasculaire, d'infarctus, vous voyez, on tombe sur des chiffres de 9 jours, 18 jours. Et donc, statistiquement, c'est significatif. Est-ce que cliniquement, c'est relevant? En tout cas, pas chez tout le monde. Et là, Anthony l'a déjà évoqué, ce qui est important, c'est la qualité du cholestérol qu'on a dans le sang. Et si on compare deux patients qui ont un taux identique de LDL cholestérol, 1,4 g, il y a un patient qui aura des grosses particules qui seront plutôt neutres ou protectrices, en tout cas neutres, avec peu de petites particules qui, elles, sont athérogènes et qui vont s'oxyder. Et un autre patient avec le même taux de cholestérol, lui, elle va avoir un cholestérol de mauvaise qualité avec des petites particules de LDL qui vont pouvoir être oxydées et pénétrer dans les plaques, si on le fait de façon imagée, dans les plaques d'athérosclérose, ces fameuses plaques qui sont à l'origine des maladies cardiovasculaires. Et ce qui est intéressant de connaître, c'est que ces petites particules de LDL cholestérol se développent d'autant plus que les triglycérides sont élevés dans le sang. Et les triglycérides s'élèvent dans le sang, on verra après les raisons de cette élévation. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que le foie donc, fabrique des, des petites particules de LDL, parce que les, les VLDL, donc les lipoprotéines en amont, vont de se décharger de leur grande quantité de triglycérides qui sont provoqués par une nutrition trop riche en hydrates de carbone, trop riche en sucre ou trop riche en alcool. Et donc, ces VLDL, en se déchargeant des triglycérides, vont aboutir à des petites particules de LDL. Alors que si vous mangez beaucoup d'acides gras, notamment saturés, vous n'allez pas provoquer de production de petites particules de LDL. Vous allez provoquer, votre foie va fabriquer plutôt des grosses particules de LDL qui ne sont pas athérogènes. Alors, quel est le piège dans lequel est tombée la civilisation occidentale? C'est qu'à force de diaboliser le gras, depuis les années 60, depuis Ansel Keys, eh bien, qu'est-ce qu'a fait l'industrie alimentaire, à force d'écrémer le lait, le gras, les aliments? Eh bien, il faut rajouter du sucre. Quand c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait pour rendre attractif? Eh bien, on rajoute du sucre. Et donc, le sucre, la consommation de sucre a explosé. Vous voyez qu'autrefois, on mangeait très peu de sucre, et notre organisme s'est retrouvé submergé de sucre. Et vous voyez, on en retrouve même à l'hôpital, malheureusement, même dans les collations du personnel paramédical, malheureusement. Et donc le sucre, qui est considéré comme une calorie dite vide, en fait c'est une calorie toxique, bien que ce soit que 4 calories par gramme, alors que le gras c'est 9 calories par gramme, eh bien ça représente 25% des calories consommées, jusqu'à 40% chez les enfants et les adolescents actuellement. Alors le sucre en poudre, le sucre blanc, le sucre brun, évidemment le piège c'est qu'il y a des dizaines de noms différents pour sucre dans l'industrie alimentaire. C'est l'association glucose plus fructose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le glucose, donc lorsqu'il est scindé, ce sucre, par vos enzymes digestives dès la bouche,
il va être métabolisé par le foie à 20%. Ça, c'est très intéressant. Il n'y a que 20% du glucose qui provient du sucre qui va être métabolisé par le foie. Le reste par le cerveau en grande partie, parce que vous avez besoin de beaucoup de sucre pour réfléchir, hein, pour vos neurones, et le reste par les muscles et par les reins et par tous les autres organes, parce que ça permet de fabriquer de l'énergie. Alors, lorsque vous mangez du sucre, eh bien, vous allez stimuler vos cellules bêta du pancréas pour sécréter de l'insuline. Donc, le glucose est un stimulateur, hein, un senseur de la sécrétion d'insuline. Et si vous mangez du glucose avec des lipides, hein, vous voyez, si vous faites référence au Nutella, hein, c'est le type même de produit, glucose plus lipides, eh bien, vous allez encore plus sécréter d'insuline. Et on verra que l'insuline, ben, on l'a déjà dit, hein, Anthony l'a déjà dit, ça devient toxique à haute dose. De façon intéressante, mais on ne pourra pas s'étendre. La leucine aussi est un stimulateur de la sécrétion d'insuline et l'acétylcholine, qui est le médiateur du signal orexigène, hein, qui est le contraire d'anorexigène, le signal qui va vous faire manger. Eh ben, c'est intéressant de savoir que ça stimule la production d'insuline. Et l'insuline, ça va faire diminuer le sucre dans votre sang. Ça va le faire stocker dans le foie, dans les cellules adipeuses. Ça va stimuler la glycogénèse. Euh, en grande partie, mais si vous en prenez trop, alors ça peut aussi servir évidemment à produire de l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est la petite molécule énergétique dans vos mitochondries, qui sont vos petites centrales énergétiques hein, dans chacune de vos cellules. Mais pour qu'une glycolyse soit efficiente avec un cycle de Krebs efficient pour produire vos 30 ATP, hein, vos molécules énergétiques, il faut qu'il y ait une synchronisation. Si vous mangez trop de sucre, vous allez saturer le système et vous allez détourner une partie des métabolites du sucre, une grande partie même, vers la fabrication de lipides. Et vous allez créer une lipogénèse. Donc, les quatre destins du sucre, c'est la formation de glycogène, c'est la réserve énergétique immédiate, par exemple, que les sportifs pour un 100 mètres se servent. La glycolyse, c'est pour fabriquer de l'énergie dans l'immédiat, couplé au cycle de Krebs. Et le sucre en trop, vous allez pouvoir le perdre dans vos urines. D'ailleurs, il y a des médicaments qui ont été développés récemment pour euh, excréter le sucre dans les urines. Et le sucre en excès, qui est actuellement consommé, est en fait transformé en lipides dans vos cellules, et notamment dans le foie et dans les cellules adipeuses. Donc l'insuline, c'est bon pour maintenir une glycémie normale, hein. Vous voyez qu'on dose le sucre dans le sang pour vérifier si on n'est pas diabétique. Il faut savoir qu'on a à peu près 5 grammes de glucose circulant hein, dans l'organisme, hein, 0,8 fois 5,6 litres hein, de sang. Et ce qu'il faut imaginer, c'est lorsque vous prenez un quart de litre de jus d'orange, en fait, vous prenez 25 grammes de sucre, 2,5 fois la quantité de sucre, de glucose qui circule dans votre sang. Le jus de raisin, c'est pire, hein, c'est 4 fois le glucose circulant. Donc l'organisme fait tout pour faire disparaître cette glycémie, ce taux de sucre dans votre sang. Pourquoi? Parce que le glucose, si vous le laissez circuler, hein, malheureusement c'est ce qui se passe avec le diabète, hein, eh bien vous allez entraîner un vieillissement accéléré, hein. Donc l'insuline va lutter contre l'hyperglycémie pour lutter contre la réaction de Maillard, qui est un vieillissement d'organes, hein. C'est la liaison du glucose avec les protéines, les acides aminés, et c'est ce qu'on dose d'ailleurs avec l'hémoglobine glyquée. Et ces protéines qui sont glyquées, qui sont liées au sucre, qui cuisent lentement à 37 degrés, hein, sont des protéines qui deviennent endommagées.
avec production de radicaux libres, une inflammation et une dysfonction de nos centrales énergétiques, hein, une dysfonction des mitochondries et une dysfonction des vaisseaux sanguins, ce qui aboutit à des maladies cardiovasculaires. Mais l'insuline, c'est mauvais à haute dose. À force de manger du sucre, on en sécrète trop. Et donc, on fabrique du lipide, on fabrique de la graisse et on produit de l'inflammation. Et surtout, ce qui est pas bon, c'est d'accumuler de la graisse au mauvais endroit. C'est pas la quantité de graisse totale qui compte, c'est la graisse dans le foie, c'est la graisse dans le pancréas et c'est la graisse dans les muscles périphériques. Il faut savoir qu'il y a certaines populations, comme les Sri Lankais, les Pakistanais, ils, ils ne sont pas obèses quand vous les voyez, mais ils développent très rapidement une stéatose hépatique, un foie gras, et des maladies cardiovasculaires très précoces. Et ça, on l'a, l'expérimente chaque jour en consultation. Alors, le problème de sécréter trop d'insuline, hein, c'est qu'on devient insulino-résistant. Et c'est là que le diabète va se déclarer. Et aussi, au niveau cérébral, c'est diabolique, c'est que lorsqu'on sécrète trop d'insuline, vous allez bloquer les récepteurs à la leptine, qui est une des hormones de la satiété. Leptos en grec, hein, ça veut dire mince. Donc, lorsque on sécrète à longueur de journée de l'insuline, parce qu'on mange trop de sucre, eh bien, on bloque la satiété, on bloque la leptine. Et notre cerveau est toujours affamé et ça ne nous empêche pas de retourner, de remettre la main dans le pot de confiture. Et ce qu'on a, c'est une physiologie dite de pléthore, hein. On a trop de glucides dans notre alimentation, donc qui est désynchronisée avec notre centrale énergétique, et donc une partie des métabolites, une grande partie devient se trouve utilisée pour fabriquer de la graisse. Et cette insuline en soi est également toxique, hein, parce qu'elle va faire produire des VLDL et donc des LDL petites et denses en abondance. L'insuline, c'est aussi une hormone de croissance, donc ça va durcir vos vaisseaux, ça va entraîner une hypertension, une artériopathie, des maladies cardiovasculaires, ça va même entraîner sur des troubles de la fertilité avec les syndromes des ovaires polykystiques, c'est aussi un facteur de croissance pour les cancers. Donc, c'est comme tout en physiologie. Pas d'insuline, c'est la mort, hein, c'est le diabète de type 1 non traité, hein, c'est le décès rapide. Et trop d'insuline, c'est le diabète de type 2, c'est aussi délétère sur le long terme et parfois à court terme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline est mauvais même au cours de la vie materno-fœtale. L'hyperglycémie chez la mère entraîne une hyperglycémie fœtale et donc un hyperinsulinisme chez le fœtus et donc chez le nouveau-né. Et ça favorise la multiplication des adipocytes et ça va les remplir également de graisse, hein, chez le bébé. Et ça va conditionner son devenir, son capital et sa propension à devenir, euh, à développer une obésité à l'âge adulte. Donc c'est cette insuline qui est sécrétée évidemment en réponse à l'excès de sucre dans notre civilisation est toxique également au cours de la vie materno-fœtale. Alors l'autre partie du sucre, c'est le fructose. Alors, on a longtemps dit vous pouvez manger du fructose parce que ça ne provoque pas de production directe d'insuline, hein, puisque le pancréas est sensible surtout au glucose, hein, qui circule dans le sang. Mais ce fructose, c'est diabolique, c'est une toxine. C'est ce qui fait le plaisir, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas le glucose qui fait le plaisir, c'est le fructose qui est beaucoup plus sucrant que le glucose. Ça a une action cérébrale sur les circuits des plaisirs, donc ça provoque une addiction. Et ça entraîne une lipogénèse qui est 2 fois plus importante que celle induite par le glucose. Le métabolisme du fructose provoque une
production d'acide urique, hein, qui n'est pas simplement à l'origine de la crise de goutte, mais de l'hypertension artérielle. Ça entraîne une inflammation intestinale, une dysbiose, et donc aussi une résistance à l'insuline de façon indirecte, et une résistance à la leptine. Donc vous allez en prendre sans cesse, et c'est ce qui fait le plaisir addictif. Et par ailleurs, la réaction de Maillard, hein, qui est le vieillissement de nos protéines, la liaison du fructose aux acides aminés qui sont cuits à 37 degrés, notre température corporelle, eh bien, le fructose multiplie par 7 cette réaction par rapport à la réaction de Maillard induite par le glucose. Donc, le fructose seul, issu de l'alimentation ultra transformée, bien sûr, ce n'est pas le fructose issu des fruits entiers, comme ont précisé les deux Anthony, euh, provoque est pathogène. Alors, l'index glycémique, c'est intéressant, mais c'est aussi un piège. Et si on fait les calculs, vous voyez que si on prend 40 grammes de pain blanc, on prend 40 grammes de glucose, ok? 20% sont métabolisés par le foie euh, et on se retrouve avec 24 calories donc à métaboliser. Si vous prenez que 50 millilitres de sirop d'agave, vous voyez, c'est une photo que j'ai prise sur la table d'un de mes patients aux soins intensifs, hein, un patient diabétique qui était fier de me présenter son sirop d'agave. Eh bien, vous voyez que 40 grammes de sucre issu de sirop d'agave, c'est beaucoup de fructose métabolisé par le foie, puisque le fructose est métabolisé à 100% par le foie. C'est peu de glucose, et donc au total, c'est 86 calories qui vont être métabolisées par le foie. Et le jus d'orange pressé, il vaut mieux prendre une orange à manger hein, et pas pressée. C'est 30 grammes de sucre, 120 calories, mais moitié-moitié glucose-fructose, et vous voyez, c'est 72 calories. Donc, pensez bien au fructose libre qui, lui, est métabolisé par le foie à 100% et donc qui est une vraie toxine lorsqu'il est issu de jus de fruits, du Coca-Cola, des maladies ultra transformées. Bien sûr, lorsqu'il est issu des fruits entiers, il y a le rôle bénéfique, heureusement, des fibres. Alors, les quatre cavaliers de l'Apocalypse pour le foie, hein, qui entraînent une lipogénèse de novo, donc un foie gras, et donc une insulinorésistance, c'est le fructose, hein, une toxine addictive, dose dépendante, hein, comme dirait Robert Lustig, l'alcool, bien sûr, les acides aminés branchés, on n'a pas le temps d'en parler, et les trans-fats qui ont déjà été évoqués. Alors, je crois qu'on passe peut-être sur les GLP-1. Je vais vous donner l'épilogue de mes patients, hein. Le restaurateur en Haute-Savoie, eh bien, grâce à des consultations, plusieurs consultations avec entretien motivationnel, hein, où je lui ai dit en gros, soit vous rentrez dans les maladies avec des médicaments à vie et des ablations de fibrillation atriale, etc. Soit vous privilégiez les règles hygiéno-diététiques. En tout cas, on fait une tentative pour pouvoir devenir à nouveau une personne sans maladie et donc sans médicaments. Eh bien, au bout de 12 mois de, de d'alimentation normalisée, je dirais, hein, donc avec un arrêt du sucre, réduction franche de l'alcool, une alimentation plutôt riche en graisse, hein, non transformée, riche en fibres, eh bien, il s'est retrouvé sans médicaments au bout de 12 mois, sans récidive de fibrillation atriale et avec une réduction de la taille de l'oreillette gauche et donc qui était corrélée à l'absence de récidive de fibrillation atriale. Malheureusement, mon patient de 45 ans, qui 2 ans plus tard avait 47 ans, était toujours sous médicaments malgré des entretiens multiples, je n'ai pas réussi à déclencher un déclic, hein, parce que c'est très compliqué, l'alimentation. Il y a un rôle social, il y a un rôle d'éducation, c'est très complexe le cerveau.
il se retrouve toujours avec 8 médicaments. Et par contre, mon patient de 45 ans, 5 ans plus tard, il a 50 ans, il avait 7 médicaments au début, il en a plus qu'un. Il très motivé pour manger pour avoir une alimentation low carb, donc faible en sucre, en hydrates de carbone raffinés, riche en graisse non transformée, qui permet une satiété aussi hein, sur le plan cérébral, et riche en fibres. Et évidemment, il marche tous les jours. Donc, pour conclure, ce n'est pas la graisse alimentaire en soi qui va provoquer la graisse, notamment hépatique, hein, qui est pathogène, c'est le sucre, hein. Et en revanche, le sucre plus les graisses hein, dans l'alimentation ultra transformée fait plus sécréter d'insuline, est encore plus toxique que la graisse seule. Euh, donc, ce qui compte, c'est la graisse ectopique, hein, qui est pro-inflammatoire, qui est pathogène, et une alimentation riche en graisse mais sans sucre ne provoque pas d'insulinosécrétion. Et donc, l'objectif, hein, c'est de réduire la sécrétion d'insuline hein, dans notre civilisation, dans notre nutrition, afin d'inverser le flux énergétique cellulaire pour passer d'un modèle de physiologie de pléthore, d'abondance, hein, à un modèle de pénurie, hein, entre guillemets, pour pouvoir consommer nos graisses, pour pouvoir donc les utiliser à des fins énergétiques associées toujours à l'exercice physique, bien sûr, que je recommande à chacun de mes patients. Donc voilà mon regard. Aujourd'hui, une calorie n'est pas une calorie, hein. On l'a déjà dit sur les 3 topos précédents. Ce n'est pas la graisse qui vous rend gras, hein. C'est la qualité alimentaire qui compte, hein. Il faut prendre des vrais aliments, faire de l'exercice toujours pour entraîner une utilisation de nos mitochondries. Et l'obésité, c'est tout un champ passionnant et en fait dépendant de la neurobiochimie hein, qui a été altérée par notre alimentation ultra transformée. Et voilà, j'ai pris quelques photos du Nutri-Score qui doit être, c'est un début, hein, mais qui doit être franchement amélioré avec les chocs à pic qui étaient jusque récemment, je ne sais pas actuellement, en tout cas son côté A, la pyrimosline également A. Et bien sûr, il y a un enjeu, ça vous le regarderez tranquillement, il y a un enjeu économique hein, avec la pauvreté, les inégalités qui se creusent. Et donc, il faut pouvoir donc, conseiller nos patients et notamment, je regrette avoir déconseillé les œufs pendant plusieurs décennies à mes patients, alors que c'est une source de protéines et de cholestérol qui est en tout cas neutre sur le plan cardiovasculaire et qui est nutritive et si possible issue d'élevage raisonnable, en tout cas idéalement bio, mais en tout cas ça peut permettre de remplacer la viande et le poisson qui sont de plus en plus chers, par exemple, et qui ne sont pas forcément de mauvaise qualité, malheureusement, parce qu'issus d'élevage intensif. Voilà, je vous remercie. Désolé pour cette heure tardive, j'avais quelques messages à vous passer. Voilà, et je terminerai juste par ces citations que vous pourrez lire tranquillement. Merci beaucoup, Pierre Vladimir. Effectivement, c'était absolument passionnant.